Je vais demander à Loïc Charbonnier, à Christine Rode et à Cathy Laudens de me rejoindre sur scène, de venir s'installer. Je fais les présentations dans une seconde. Non, il n'y a pas de plan de table. Installez-vous confortablement. Loïc Charbonnier, vous êtes président-directeur général de l'AFTRAL. Christine Rode, directeur de l'École supérieure des transports. Et Cathy Laudens, DRH des transports barrés. Nous évoquons la question des jeunes. Cette rencontre, ce congrès, est placé sous le signe du nouveau souffle du transport routier. Quelles sont les clés, quels sont les leviers pour mieux recruter, pour attirer des jeunes? Loïc Charbonnier, première question, prenez un micro. Première question simple, vous dirigez l'AFTRAL. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce qu'on est capable de le quantifier aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on peut, effectivement, on a un OPTL dans la branche qui fonctionne bien, qui nous donne chaque année des chiffres depuis plusieurs années. Et ce qu'on constate maintenant, c'est que chaque année, les effectifs de la branche augmentent de 3%. Vous voyez, donc sur 600 000, un peu plus de 600 000 personnes dans la branche, ça représente à peu près 20 000 salariés supplémentaires donc par an, ce qui est énorme. Avant, on était à peu près une stabilité des effectifs entre 0 et 1%. Donc clairement, 20 000 salariés de plus dans la branche. C'est important, c'est lié bien sûr, et ça on s'en réjouit, à une reprise quand même d'activité après presque une décennie je dirais, d'un petit peu d'atonie liée à la crise de 2008. Et il faut savoir que je dirais, le compte propre aussi a aussi des besoins, et donc tout ça représente un volume de conducteurs qu'on peut estimer, on va dire, entre 40 000 et 50 000 conducteurs chaque année, en plus pour l'ensemble de notre économie. Puisqu'il faut ajouter à ces accroissements d'effectifs, bien entendu, les renouvellements liés au départ à la retraite des conducteurs. Comment vous y prenez, vous, à l'AFTRAL, pour trouver des candidats? Je dirais qu'il y a... D'abord, on n'est pas tout seul. Clairement, lorsque nous communiquons, nous travaillons avec des entreprises sur des projets précis d'entreprise, bien sûr, la communication que nous pouvons faire, il lui est attaché finalement un emploi derrière. Et donc clairement, l'attractivité de la communication qu'on peut faire lorsqu'on est avec une entreprise, elle est plus performante. Donc ça, c'est ce qu'on essaie aussi de chercher, bien entendu, c'est de pouvoir effectivement relayer clairement un besoin d'entreprise. Ensuite, bien entendu, et ça on l'a vu ce matin avec Tremplin, l'intervention de Pôle emploi, aujourd'hui, grâce à la mobilisation de la profession, les donneurs d'ordre publics qui financent la formation ont clairement intégré la priorité qui devait être accordée à notre secteur d'activité. Et donc ça aussi, c'est bien sûr très important parce qu'ils sont sollicités, bien sûr, par tous les secteurs économiques. Et donc si le transport fait entendre sa voix, ça permet là aussi d'orienter des financements et donc d'orienter les formations vers aussi notre secteur. Enfin, pour la FNTR, c'est une priorité. C'est une priorité stratégique de trouver des candidats au travail parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui malheureusement refusent la croissance parce qu'il manque de la main-d'œuvre. Tout à fait. Et alors, on l'a vu cet été, ça a été terrible, hein, bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche de candidats aujourd'hui, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait d'une part au travers, bien sûr, de tous les leviers du digital, parce que, bien sûr, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on génère à peu près, au travers de la communication, en fait c'est un petit peu de la publicité, hein, c'est des liens sponsorisés qu'on achète auprès de Google, auprès de Facebook, auprès de LinkedIn ou autres. On génère à peu près 500 000 contacts qui vont générer à peu près 50 000 demandes d'informations sur des formations sur des métiers. Voilà. Donc, ça fait 10%. Ça fait 10% dans le domaine de l'emploi, c'est significatif. Tous ne transforment pas derrière. Mais en tout cas, le premier filtre. Ça génère déjà un volume de contacts. Voilà. Donc après, il faut qu'on les traite, mais en tout cas, c'est déjà un premier point. Le deuxième sujet, c'est vraiment un travail en local sur les territoires, parce que, on va dire, là, c'est une approche grand public au niveau du digital, mais après, il y a vraiment une approche vraiment micro-économique, si je puis dire, sur les territoires, avec des associations, avec le conseiller de Pôle emploi du coin qui va qui va connaître les entreprises, qui va connaître les centres de formation et qui va pouvoir orienter les demandeurs d'emploi qu'il reçoit vers nos métiers plutôt que d'autres.
Donc, s'il a cette connaissance, bien sûr, il va être un bon relais. C'est le cas également pour d'autres acteurs, bien sûr, comme les missions locales, comme les écoles de la deuxième chance. Voilà. Il y a un certain nombre de réseaux comme ça qu'il faut vraiment constituer, qu'il faut entretenir, parce qu'un conseiller Pôle emploi, ben, ça a une durée de vie, on va dire, sur son poste, et après ça change, donc il faut renouveler là aussi tout ça. Ouais. Et même, on peut arriver même à des points assez intéressants où le conseiller nous connaît tellement bien, il connaît bien sûr, on va dire, la qualité des formations et quelque part notre capacité à mettre en relation ces demandeurs d'emploi avec des entreprises. Il nous connaît tellement bien qu'il nous envoie, à ce moment-là, c'est lui même qui fait la sélection, je dirais, au départ, des candidats qu'il reçoit. Et donc là, on est vraiment dans une efficacité intéressante. Alors, il y a plusieurs secteurs en tension. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui permettrait d'identifier le transport routier de marchandises comme un secteur attractif parmi d'autres ? Je crois que les témoignages des jeunes de l'EST, de l'ISTELI ou en apprentissage de ce matin l'ont montré. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent un métier qui bouge et où il y a du sens. Voilà. Je pense qu'on remplit vraiment bien les critères là-dessus. Hein. On a vu, que ce soit des métiers de l'exploitation, que ce soit des métiers de la conduite, il y a du contact, il y a de la relation client, il y a des qualités de service à tenir, il y a un sens, parce qu'on voit bien, on a communiqué là-dessus d'ailleurs, sans le transport, il n'y a pas de vie, il n'y a rien dans les frigos. C'est voilà. l'oxygène de l'économie. Il n'y a pas le smartphone qui arrive à la maison. Donc, on voit bien que cette utilité économique, elle est là. Mais elle est mal perçue par le public. Et donc, la question, c'est de savoir comment elle est perçue par les candidats. Alors, moi je dis souvent, le plus important, c'est qu'un candidat, il ouvre la porte de l'entreprise ou il ouvre la porte du centre de formation. Quand il a ouvert la porte, on a vraiment des choses à lui dire et on a vraiment des choses pour le convaincre. Mais le plus dur, c'est de le faire venir. C'est de le toucher, parce que lui, il a des sollicitations, bien sûr, qui sont nombreuses. Mais moi, je suis convaincu qu'on a des vrais arguments. Une fois, je dirais qu'on a brisé la glace, voilà, simplement, oui. et qu'il a pu comme ça venir. Il y a quelques jours, il y avait les 24 heures du Mans Camion, c'était une fête énorme. Hein, et tous les jeunes qui ont pu venir à cette manifestation ont pu voir aussi, il y avait une quarantaine d'entreprises qui étaient présentes. Voilà. Tous ces événements-là, aujourd'hui, ils permettent vraiment, je crois, de considérer que notre secteur, il est mal connu, mais il a des vrais atouts. Question précisément à Christine Rode, vous êtes la dirigeante de l'École supérieure des transports. La formation, c'est évidemment un enjeu important. On le disait ce matin, on demande aux jeunes de venir d'abord avec la volonté. Ensuite, on va leur fournir des éléments de compétences, hein, des savoirs et des compétences. On recrute d'ailleurs souvent aujourd'hui les gens pour ce qu'ils sont, pas toujours pour ce qu'ils savent, parce que ce qu'ils ne savent pas, on peut éventuellement leur apprendre. Quel est, dans votre métier, là, dans ce secteur, le contexte de la formation ? Alors, ce matin, on a vu que le TRM était face à une mutation vraiment radicale. Hein. On a parlé de défis, alors je ne vais pas de nouveau vous lister tous ces défis-là, mais finalement, ce contexte-là fait que la formation, en tout cas la formation telle que nous, on la dispense à l'EST, elle doit être en mesure d'anticiper le renouvellement de ces formations, des différentes formations qu'elle va proposer, puisqu'elle est dans un contexte où finalement, la plupart des métiers de demain n'existent pas encore, et nous, en tant que formateurs, on se doit d'accompagner les entreprises et les jeunes vers ces métiers de demain. Alors, il y a aussi cette idée de la formation qui est un peu dépassée, et c'est ce sur quoi je pense qu'on travaille beaucoup aussi avec l'AFTRAL, à changer un petit peu cette idée de la formation un petit peu vieillotte, qui est vraiment sur de la dispense, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de connaissances. Finalement, non, c'est absolument pas ça. On n'est pas sur de la dispense de connaissances, on est sur de la compétence, on accompagne les jeunes, on accompagne l'entreprise, on est en lien régulièrement avec les entreprises de manière à percevoir leurs besoins au quotidien, mais aussi à détecter leurs besoins futurs. Donc, les entreprises, c'est nos visites en entreprise, ce sont les intervenants qui viennent chez nous, puisque 90% de nos intervenants sont des intervenants praticiens, des professionnels du secteur. Donc ces échanges-là, avec eux, ces échanges réguliers, nous permettent en tout cas de détecter quelques besoins, en tout cas des besoins immédiats. Donc je peux en lister quelques-uns. Le premier, c'est déjà une mise à jour des connaissances. Je dirais même au minima, c'est une mise à jour des connaissances. On voyait le témoignage des jeunes tout à l'heure. Et vous avez entendu cette jeune fille qui parlait des fax.
Alors c'est vrai aussi que ces jeunes qui sont dans vos entreprises, ils bouleversent, ils bougent un petit peu les lignes. Hein. Vous diriez que c'est des perturbateurs? C'est des perturbateurs, j'aimerais plutôt dire des facilitateurs, parce que c'est un petit peu le sujet, donc je ramène ça un petit peu au sujet. Mais ils sont de gentils provocateurs. Voilà. Ils posent certainement beaucoup de questions, ils prennent aussi beaucoup de place, hein, c'est vrai. Mais ils sont là pour vous interroger, pour s'interroger et interroger le métier. Donc, de même que nous, on les accompagne, je pense que quelque part, vous vous co-accompagnez. Donc, on insiste beaucoup sur finalement cet accueil, ce référent, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Donc, le fait d'avoir ces jeunes qui sont, pour prendre une expression anglaise un peu utilisée, mais qui va vraiment, je pense, coïncider avec ce que je veux vous dire. Ces jeunes qui sont un peu up-to-date, finalement, ils remettent certains d'entre vous en réflexion sur les connaissances qu'ils ont et suscitent de nouvelles demandes chez nous, à l'Aftral, sur des formations. Donc ça, c'est le premier point qui revient très souvent, cette mise à jour. Et puis, il y a évidemment la projection, le futur, donc il y a cette envie d'aller vers de nouveaux métiers, de découvrir, de travailler conjointement pour avancer. Et puis, il y a une problématique qui est aussi, bien sûr, la problématique d'aujourd'hui. Ces jeunes, il faut les recruter. Donc déjà, c'est vrai, c'est ce que disait Loïc Charbonnier, il faut pousser la porte, ce qui n'est pas forcément évident. Une fois qu'ils ont poussé la porte, c'est les fidéliser, les conserver, puisque ces jeunes sont relativement volatiles. Mais quand on dit fidéliser, je pense aux jeunes, mais je pense aussi aux personnes qui sont en poste chez vous. Et c'est vrai aussi, je pense qu'il faut que vous le sachiez, des retours, on a certains retours de nos jeunes, de nos élèves. Ça peut arriver, on en a parlé, parfois il y a des ruptures de contrat. Et la raison numéro 1 de cette rupture de contrat, c'est lorsque finalement le jeune trouve qu'il y a un décalage trop important entre ce qu'il a perçu, compris du métier, de son environnement, de par les témoignages et les enseignements des intervenants, et finalement la réalité du terrain. Et c'est ça aussi, la fidélisation des jeunes, il faut les attirer. Et il faut aussi les garder au sein de son entreprise. Tenir les promesses. Tenir les promesses. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça, c'est tenir les promesses. Et nous, en tant que formateurs, finalement, on doit être vraiment, désolé pour le petit clin d'œil, mais on ne doit pas être dans le wagon de derrière. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être en avance de phase, mais on ne peut pas le faire tout seul. On le fait avec vous, on le fait avec la FNTR. Voilà. Alors précisément, la formation, on lui a souvent fait le reproche en France, et c'est d'ailleurs assez constant, d'être un peu généraliste. Vous savez, c'est la stratégie du prêt-à-porter. Est-ce que vous êtes capable de faire du sur-mesure? Est-ce que vous êtes capable de cerner, d'identifier clairement les besoins des entreprises? Et il y a beaucoup d'entreprises dans la salle, des petites, des moyennes, des grandes. Hein, c'est un secteur assez fragmenté. Est-ce que vous êtes capable de répondre à toutes les demandes? Alors, les fondamentaux, ils existent, ils sont incontournables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un édifice si on n'a pas les bases. Donc de toute façon, les fondamentaux sont là. Nous, on forme, à l'EST, on forme des managers, des cadres, des dirigeants. Donc c'est vrai que dans la formation, de toute façon, on part de fondamentaux. Donc les fondamentaux qui se rapportent à la profession, je pense notamment au plan de transport, à l'organisation, mais tout ce qui va graviter autour et tout ce qui va leur permettre de faire du 360 degrés. Ça, c'est un premier élément de réponse. Ouais. Un second élément de réponse par rapport à la spécialisation, finalement, nous, c'est notre rôle aujourd'hui en tant que formateur, c'est certes d'avoir ces fondamentaux-là, d'être finalement dans un environnement plutôt classique et traditionnel de la formation, mais en même temps, de même que les jeunes font bouger les lignes, nous aussi, en tant que formateurs, on doit faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'on est vraiment, enfin, pour nous, c'est très important d'aller dans vos entreprises, d'échanger avec vous, de comprendre vos problématiques, de manière à pouvoir ensuite instiller ça dans nos enseignements, parce que très souvent d'ailleurs des échanges que nous avons, nous revenons pas seuls, nous revenons avec certains de vos salariés qui vont intervenir chez nous, hein. Ça peut être des salariés ou ça peut être vous aussi, dirigeants d'entreprise, et la spécialisation ou cette spécificité dont vous parliez, finalement on la détecte comme ça. On n'est pas sur une offre, en fait, on ne se déplace pas avec un catalogue, c'est pas notre objet. Nous, on est vraiment, on arrive, on échange, voilà. On est au service des entreprises, de même que les jeunes sont dans les entreprises. Il y a une autre contrainte que je suis contraint d'évoquer, c'est la question du prix. C'est un engagement en termes de coût pour les entreprises. Alors même si c'est vital, quand on regarde le compte de résultat, c'est toujours une dépense supplémentaire. Alors là, pour moi, en fait, la réponse à apporter à cette objection de la contrainte coût, parce que c'est vrai qu'on parle de prix, mais on parle aussi de contrainte temps. C'est-à-dire, la formation nous coûte en argent et nous coûte en temps, parce que nos salariés ne sont pas forcément chez nous et pas forcément disponibles.
Finalement, de même que les salariés, vos salariés sont la valeur ajoutée de votre entreprise, la formation c'est pareil, elle apporte une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en tant que formateur et en tant qu'accompagnant à la fois de vous, entreprise, et des jeunes qui viennent se former, des salariés que vous amenez chez nous en formation, on va contribuer au business de votre entreprise, on va contribuer au développement de votre entreprise. C'est vraiment comme ça que, en tout cas, nous, on conçoit à l'EST la formation. C'est cette formation créatrice de valeur ajoutée et pas du tout comme une contrainte. Oui, c'est un investissement de votre part, parce qu'un jeune, de toute façon, c'est le mot qui on convient. ne peut pas le laisser tout seul dans la nature, en tout cas dans l'entreprise. C'est le mot qui convient, ça n'est pas nécessairement un coût supplémentaire, c'est un investissement. C'est un investissement. On achète du temps et de la compétence. Exactement. Alors, on poursuit cette marche en avant logique. D'abord, l'AFTRAL, vous-même, en matière de formation, comment on capte les jeunes, comment ensuite on les forme. Exemple pratique avec vous, c'est la marque employeur, Cathy Lodin, vous êtes DRH des transports Barret. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans votre entreprise, pour attirer les jeunes ? Alors déjà, en premier lieu, je souhaite préciser que nous sommes une PME familiale, qu'on commence tout juste à s'intéresser sur la marque employeur comme outil pour lutter contre la pénurie de conducteurs. Alors ensuite, on a travaillé très étroitement avec l'AFTRAL. Quand vous dites PME, c'est quel périmètre ? On a 150 salariés à peu près en logistique et en transport. C'est une belle PME. Voilà. Donc avec l'AFTRAL, on a mis en place plusieurs actions depuis début 2018 où on a fait des formations en partenariat avec l'AFTRAL et en partenariat avec Pôle emploi, des formations en style POEC. Donc on a embauché 6 personnes qu'on a envoyées en formation. Sur les 6, 3 sont encore chez nous aujourd'hui. Donc l'OPCA nous dit que c'est très bien, sachant que normalement c'est 20%. Ouais. Donc vous êtes Voilà. au-dessus. Ouais. Oui, pour l'instant on est au-dessus, mais tout le monde n'a pas encore fini son cursus de formation, donc on attend de voir. Donc c'est pas encore une réussite à aujourd'hui. D'accord. Ensuite, on a fait des évolutions internes. Ouais. Donc en évolution interne, on a un petit peu de chauffeurs-livreurs chez nous qui sont titulaires du permis B, on les a fait évoluer en titre porteur, et tous ceux qui étaient en titre porteur, on les a fait évoluer en super lourd. Et bien ça, c'est une belle réussite. Donc ça, c'est pareil, c'est en étroite collaboration avec l'OPCA et avec l'AFTRAL, grâce au financement Muteco. C'est bien dommage, c'est quand ça marche, ça s'arrête. Parce que le Muteco s'arrête au 31 décembre. Mais ce que vous décrivez les uns et les autres, et c'est ce qui est vraiment très intéressant dans l'organisation de la filière, c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'il faut élargir le cercle de ses amis, la recherche de candidats, la formation, les efforts des entreprises. Comment vous jugez vos résultats ? Vous dites qu'ils sont pour partie décevants, mais malgré tout, on va voir le verre d'eau à moitié plein. Vous êtes encore engagé dans ce programme et le besoin de main-d'œuvre existe, quoi qu'il arrive. Donc c'est une lutte au quotidien. De toute façon, la marque employeur, on a pris pleinement conscience que c'est pas il faut y aller ou il faut pas y aller. C'est il faut y aller. Le tout, c'est comment on y va. Oui, et c'est pas pourquoi, quels c'est sont comment. les moyens. Ouais. Donc on a entamé. On a un site internet depuis 1 an, ce qui n'était pas le cas avant. On a commencé à créer des comptes LinkedIn. On a commencé à créer des comptes Facebook. C'est des choses où l'année dernière encore la question se posait pas. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Qu'est-ce que vous faites sur LinkedIn et sur Facebook ? On passe des petites annonces, on fait des diffusions. C'est consulté, vous ? Ouais. Donc, oui, qui sont plus ou moins consultés. Et c'est vrai qu'on valorise les postes en interne. Et ça marche assez bien. Ça me paraît important de le rappeler. C'est le territoire des jeunes, les réseaux sociaux. Oui. Pas seulement d'ailleurs dans le secteur du transport routier de marchandises. Vous savez, les jeunes aujourd'hui forment, y compris leurs convictions politiques sur des forums, prennent leurs décisions d'achat personnelles en échangeant avec d'autres sur des réseaux sociaux. Quand on ne parle pas aux réseaux sociaux, on se prive d'une partie du pays. En tout cas, on ne parle pas aux jeunes. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, pour attirer les jeunes, Cathy Lodin ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut améliorer l'attractivité des jeunes dans les entreprises du transport. Ça, c'est inévitable. Il faut absolument qu'on continue à s'adapter à cette population, puisque c'est vraiment, que ce soit une Y, une Z ou une alpha, de toute façon, il faut qu'on s'adapte. Ouais. Ce n'est pas eux qui s'adaptent, ça, on le voit au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est comment faire plaisir aux jeunes. Alors, on n'a pas la solution miracle, sinon on ne serait plus en pénurie de conducteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille justement sur ce domaine de communication. Donc, grâce aux réseaux sociaux et sur la communication interne, on développe de plus en plus nos partenariats avec les écoles locales, puisque malgré tout, nous, on a aussi une population vieillissante, donc il faut aussi rentrer des jeunes. Et puis, on continue à travailler sur des évolutions internes. Ça, c'est ce qui a bien marché chez nous et on va continuer à porter des fruits sur ce domaine. Et puis, malgré tout, on continue à travailler, malgré donc, des investissements financiers qui ont été faits sur l'augmentation du pouvoir d'achat déjà sur 2018.
on n'a pas le choix, il faut continuer. Parce que malgré tout, ce qui manque aussi aux conducteurs routiers aujourd'hui, c'est, on le voit, il y a des disparités de salaire entre conducteurs. Et conducteurs routiers, on en a qui viennent, qui disent « moi, je ne viens pas à moins de 2600 € net ». Et quand on creuse un peu, des fois, c'est quelques frais qui ne sont pas soumis à charge. D'accord, je comprends. C'est donc une longue marche, vous l'avez engagée. Dernière question pour refermer ce premier espace de discussion à tous les trois. L'an dernier, au dernier congrès de la FNTR, on avait déjà évoqué cette opération tremplin. Est-ce qu'on est sur une tendance haussière, c'est-à-dire est-ce qu'on commence à avoir des résultats et comment vous pourriez les quantifier? Vaste question. Monsieur Charbonnier. Peut-être, je pense que de toute façon, on ne peut pas passer, après 10 ans un petit peu d'une certaine atonie dans le recrutement, au boom qu'on connaît, on ne peut pas régler cette question-là en 3 mois. Alors donc forcément, je modifie le sens de ma question. Est-ce qu'il y a une inversion de oui. la courbe? Oui. Moi, je vais vous donner quand même un chiffre. Cette année, on va former à peu près 15 000 conducteurs. L'année dernière, on avait formé 12 000. Donc, c'est quand même 3 000 de plus en l'espace d'1 an. C'est beaucoup. C'est pas complètement rien. Après, un des sujets, j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous aussi, c'est que tout à l'heure, on évoquait qu'il y en a 1 sur 2 qui reste dans l'entreprise. Et là, il y a un vrai sujet, c'est comment on peut améliorer ce score. Parce que si c'est formé pour que la personne ne reste pas, c'est un peu dommage. Donc, et pour améliorer ce score, moi je pense qu'il y a vraiment un point qui est très important, c'est qu'il faut qu'on donne de la visibilité. Je vais vous donner un exemple. En Ile-de-France, par exemple, cette année, il y a eu un manque de financement sur le premier semestre pour les formations. Donc on n'a pas formé beaucoup. Et puis là, au dernier semestre, jusqu'à la fin de l'année, on nous dit « Ah ben on n'a pas beaucoup formé au premier semestre, alors maintenant on va vous envoyer des wagons de demandeurs d'emploi formés. C'est bien, ça fait de l'activité, mais c'est pas très optimal. Parce que notamment le point essentiel, c'est de bien travailler le sourcing avant la formation. Bien sûr. On vérifie bien que peut-être les contraintes horaires, les contraintes du métier, etc., elles collent bien avec les aspirations de la personne, qu'on lui présente un peu complètement le métier. Et ça, quand on a, je dirais, 1 mois, 2 mois pour le faire, eh bien, on peut vraiment faire un travail qualitatif, mais des fois, on nous passe la commande d'un début de formation dans 15 jours, et là, je dirais, on fait un petit peu le sourcing très rapidement. On n'a pas le temps de vérifier tous les prérequis. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça, mais ça c'est plus, je dirais, notre aspect à nous aussi avec les OPCA, avec les pôles emploi. Alors les pôles emploi, c'est un petit peu pas toujours facile enfin, en tout cas, je pense qu'ils sont à l'écoute quand même, mais de comment on peut essayer d'avoir une approche de programmer un petit peu plus les formations pour améliorer le taux d'insertion dans la durée. Ouais, Christine Rode, l'urgence c'est l'ennemi de l'efficacité. Ce n'est pas le seul secteur, mais là en particulier, on a besoin de temps, de visibilité et d'un peu de stabilité. 3 S, stabilité, simulation, simplicité. Oui, alors on est sur des temps longs, je rejoins ce que disait Loïc. Nous, on n'est pas sur un même niveau de pénurie, même si on sait qu'il y a des besoins en termes de recrutement de managers au sens large. On n'a pas de problème finalement réel à faire rentrer nos jeunes, mais on constate qu'en tout cas, le nombre de jeunes qui arrivent chez nous est largement insuffisant par rapport aux besoins évoqués par les entreprises. Chaque jour, on reçoit plusieurs propositions, que ce soit en alternance ou que ce soit des missions de fin d'études ou que ce soit des emplois. Et malheureusement, on n'arrive pas à répondre à ces demandes. On échangeait tout à l'heure, juste avant la table ronde, et vous me parliez d'une recherche de votre part sur un niveau manager, et vous avez reçu 400 candidatures, alors que pour un poste de conducteur routier, on n'a pas de candidature, et en effet, sur des postes de manager, on a 400 pour un poste. Je reste avec vous. Est-ce qu'on peut dire que vous avez refusé de la croissance, vous avez laissé de la croissance de côté parce que, non pas parce que vous n'avez pas de capital, mais parce que vous manquez de main-d'œuvre? Aujourd'hui, c'est vraiment le cas? On a des camions sur le parc qui ne peuvent pas rouler faute de conducteurs, oui. Et des contrats qui sont non pris, donc pas refusés, mais en tout cas non pris, parce qu'on n'a pas les personnes pour mettre dans les camions. Bon. C'est un fait. Merci à tous les trois. Merci Loïc Charbonnier, Christine Rode et Cathy Laudens. Merci beaucoup.